va parler. C'est bon? Allez. On va parler ce soir du coup de foudre. Allez. T'es contente? Alors. On va parler du coup de foudre, mais déjà, je vous préviens d'avance que le coup de foudre, c'est pas que en amour. D'accord? On peut avoir toutes sortes de coups de foudre. On peut avoir un coup de foudre pour un travail, pour un boulot, pour une carrière, ce qu'on appelle en général une vocation, d'accord. On peut avoir un coup de foudre tout simplement pour une robe, d'accord. Quand on voit la robe, on dit ah non mais celle-là il me la faut et qu'on n'a même pas regardé le prix, on passe à la caisse comme ça, mais, ah je sais pas. En fait finalement c'est un coup de foudre qui coûte un peu cher. Bref, on a toutes sortes de coups de foudre et parfois en fait on se lance dans une voie tout simplement parce que eh bien tout simplement on l'a ressenti de façon forte, d'accord. Alors on va expliquer c'est quoi un coup de foudre, c'est quoi un coup de cœur et c'est quoi un coup de tête, d'accord. Grâce à la paracha on va voir tous ces éléments. D'abord, est-ce que le coup de foudre existe? On va voir dans la paracha que oui. Est-ce qu'on doit l'attendre? On va répondre à la question. Est-ce qu'il est nécessaire? Qu'est-ce qu'on doit attendre du coup de foudre? Est-ce que c'est quelque chose qui rend la relation plus facile? Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui rend la relation plus vulnérable? Dans ces cas-là, quels sont les dangers qui nous guettent? Alors, cette paracha, elle est très très intéressante. Elle est passionnante, comme elle disait Myriam. On n'a pas besoin de Netflix, nous les juifs. On a tout le Tanakh et particulièrement tous ces épisodes pleins de rebondissements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette paracha va venir juxtaposer deux types de rencontres, deux types de relations qui ne démarrent pas du tout de la même façon. Elles démarrent en vérité de façon totalement opposée. On nous parle de qui? On nous parle de Yaakov. Alors Yaakov, vous vous rappelez, on a fait sa connaissance la semaine dernière. Et Yaakov, eh bien, a quitté la terre d'Israël pour Haran en vue de se marier. D'accord? Il arrive au puits. Donc si vous voulez, le puits, à l'époque, on va dire que c'était un peu la place du village. D'accord? Et là-bas, eh bien, il va faire la rencontre de Rachel. Rachel est une proche parente à lui. Et en fait, lorsqu'il va la voir, il va avoir une sorte de coup de cœur, d'accord, une sorte de coup de foudre. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que, eh bien, il va connaître son père. Son père lui dit, il n'y a pas de problème, tu veux épouser ma fille Rachel, eh bien, tu vas devoir travailler 7 ans pour pouvoir avoir sa main. Pas de problème, Yaakov accepte. Et il travaille pendant 7 ans. Sauf qu'à l'issue de ces 7 ans, alors que eh bien, le mariage, la cérémonie du mariage va se dérouler et que le jour tant attendu est arrivé, eh bien, Lavan va faire un subterfuge et il va subtiliser la sœur de Rachel qui s'appelle Léa à la place de Léa sous la roupa. Et il va faire en sorte que Yaakov n'y voit que du feu. Et donc en fait, Yaakov ne va pas se marier avec Rachel comme il le pensait, mais il va se marier avec Léa. Et le lendemain, eh bien, il va se rendre compte du pot rose, du subterfuge, et il va décider de rester marié avec Léa. Et après un temps, il va également se marier avec Rachel. Alors, je sais que cette paracha, quand on rentre dedans, on est toujours très dérangé, principalement nous les femmes. Si vous savez, à chaque fois quand j'étudie soit Rachel, soit Léa, soit la paracha de Vaïtse, après je reçois des messages incendiaires, soit sur l'une, soit sur l'autre. On dirait que vraiment les femmes prennent parti pour l'une et pour l'autre. Je vous demande juste pour cette paracha de mettre un peu le côté sentimental de côté et de vous concentrer vraiment sur les enjeux et sur l'enseignement que la paracha veut nous apprendre. D'accord? C'est un mariage qui a eu lieu il y a 4000 ans. Alors c'est vrai que nous déjà à notre époque on a du mal avec les mariages arrangés, mais en plus de ça, un mariage avec donc, 2 femmes et qui sont sœurs, c'est vrai qu'on a du mal. D'accord? Je vous rappelle juste que les Juifs sont les premiers à avoir mis fin à la polygamie il y a 1000 ans avec l'arrêté de Rabbeinu Gershon. Mais en tout cas, je vous demande vraiment de faire abstraction de tout ce remue-ménage sentimental que je comprends complètement pour essayer vraiment de vous concentrer sur les enseignements de la paracha. D'accord? Alors, on va essayer d'analyser, vraiment dans les versets, la rencontre entre Yaakov et Rachel. Et vous allez voir qu'en fait,
on a l'impression d'assister à un coup de foudre, mais on est très très loin des coups de foudre en mode hollywoodien. On est vraiment, si vous voulez, dans le déroulé de quelque chose qui est très fin, qui est très subtil. Et on va voir comment la chose elle est décrite dans nos psukim, dans nos versets. C'est écrit comme ça. Donc il arrive et il commence à s'entretenir avec les bergers du village. Alors qu'il s'entretient avec les bergers du village, Rachel vient avec le troupeau de son père, car elle était bergère. D'accord, je vous lis les psukim. Lorsque Yaakov la voit, il voit Rachel, fille de Lavan, il s'approcha, il fit rouler la pierre qui était au-dessus du puits et il fit boire les brebis. D'accord? Et après, c'est écrit qu'il s'est mis à pleurer. Donc, je vous fais l'enchaînement. Il la voit, il fait rouler une pierre et il se met à pleurer. Ça fait pas du tout film hollywoodien, en fait, quand on réfléchit, ça fait très film français. Genre, tu comprends pas les enchaînements. Tu te dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, on nous parle d'une vision, puis d'une pierre, puis d'un pleur. D'accord? C'est quoi cette vision? C'est quoi cette pierre? Et c'est quoi ce pleur? On va essayer de comprendre. Hello. Alors, on va d'abord s'intéresser à la pierre et ensuite on va s'intéresser au pleur. On parle de la rencontre de Yaakov avec Rachel. C'est quoi cette pierre? Alors je vous explique le contexte. À l'époque, eh bien, il voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas de gâchis d'eau. D'accord? Comme ici en Israël, on va avoir des campagnes Kol Tipa Yifashuva, chaque goutte compte. Eh bien, eux aussi à l'époque, ils avaient la même moudaoud, la même prise de conscience. Et donc, ils se sont dit, ils étaient déjà écolos à l'époque, vous voyez. Et donc, ils se sont dit, il ne va pas gâcher l'eau. Alors, ils se sont mis d'accord, tous les gens du village, pour mettre une pierre très très lourde au-dessus du puits. Tellement lourde qu'il faut qu'en fait, chaque jour, tout le monde donne rendez-vous à la même heure. Ils avaient rendez-vous, on va dire, à midi, tous les bergers. Et c'est seulement tous ensemble qu'ils pouvaient déplacer la pierre et se servir de l'eau dans le puits. D'accord? Mais un tout seul, impossible. Même 10 tout seul, impossible. En revanche, il fallait qu'il y ait tout le village pour pouvoir y arriver. Sauf que vous avez vu les psukim? Il a vu Rachel, et là tout d'un coup, c'est comme Excalibur. Il a sorti l'épée, et ben il a pris la pierre tout seul, il a fait rouler. Qu'est-ce qui se passe là? En vérité, on comprend que quoi? Que le fait d'avoir vu Rachel, eh bien, ça lui a donné une force surhumaine. Tout d'un coup, ce qu'il a ressenti, on va dire, ça a complètement aboli les lois de la gravité. Il n'y avait plus de pierre, il n'y a plus de force, il n'y a plus de poids. Tout d'un coup, il s'est musclore et il arrive à bouger la pierre. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il a ressenti pour Rachel à ce moment-là, eh bien, ça a complètement sublimé tout le côté affectif, tout le côté psychologique. On voit à quel point, finalement, le côté psychologique, le côté mental, ce qu'on appelle le mental, eh bien, en vérité, ça permet de faire des prouesses physiques qui sont complètement hors normes. Et c'est exactement ce que Yaakov va ressentir au moment où il va rencontrer Rachel. D'accord? D'ailleurs, un peu plus tard, dans quelques psukim après, il y aura écrit que quoi? Il y aura écrit, donc comme je vous ai dit, qu'il va devoir travailler 7 ans pour elle. Mais regardez comment c'est écrit. Ve'yavad Yaakov berachel sheva shanim, ve'iyu be'enav keyamim achadim be'ahavato ota. En fait, il a dû travailler 7 ans pour elle, mais pour lui, à ses yeux, eh bien, ça ne représentait que quelques jours, tellement il l'aimait. D'accord? Ça veut dire que ça abolit les lois de la gravité et ça abolit aussi la dimension temporelle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, l'inspiration que Rachel lui a donnée à ce moment-là. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est ce que vient nous enseigner le puits. Que vient nous enseigner le pleur? Le pleur, c'est l'étape d'après. Alors, on regarde, qu'est-ce qu'il dit Rachi? Pourquoi il a pleuré? Eh bien, il a pleuré pour 2 raisons. La première, c'est quoi? Parce qu'en fait, il a vu qu'ils ne seraient pas enterrés ensemble. Elle et Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a vu également? Eh bien, il a déploré le fait que quoi? Qu'il est arrivé les mains vides. En fait, en partant d'Israël à Haran,
il a été dépouillé par Eliphaz, par son neveu. Et donc, il n'avait rien à lui offrir, même pas un cadeau, même pas un bijou, même pas une fleur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui, entre guillemets, l'a préoccupé à ce moment-là? Eh bien, c'est d'entrevoir les difficultés qu'ils vont avoir. D'accord? Le fait qu'ils ne vont pas être enterrés ensemble, ça veut dire qu'il entrevoit, en fait, il perçoit une séparation. Et puis, deuxièmement, eh bien, le fait de ne pas être à la hauteur. Donc, en fait, on comprend que quoi? Que cette rencontre entre Yaakov et Rachel, eh bien, d'abord, il est inspiré. Il y a ce coup, il y a ce feeling, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiat. Mais juste après, il va entrevoir les difficultés, il va comprendre la nécessité de construire. Ça veut dire que quoi? Il comprend que quoi qu'il en soit, eh bien, même s'il va ressentir une sorte de coup de pouce du destin à travers notamment les sentiments puissants qu'il ressent lorsqu'il va la voir, eh bien, rien n'est joué d'avance et que tout reste à construire. D'accord? Et quand vous regardez, nous on dit toujours « Ah, tout de suite il l'a vu, il a aimé ». Non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, l'amour n'arrive qu'en quatrième. Il l'a vu, il a fait rouler la pierre, c'est-à-dire il a été inspiré. Ensuite, il a pleuré, il s'est dit « Oula, rien n'est joué d'avance, il va falloir construire ». Et seulement après, Yehav Yaakov et Rachel. Seulement après, entre guillemets, il est tombé amoureux de Rachel. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un coup de... On va dire que si il va prendre son temps. Il prend son temps et il fait des choses dans l'ordre et il ne fait pas des choses dans la précipitation. Quand bien même il y aura une dimension, quelque chose qui est de l'ordre de l'immédiat dans leur rencontre, il n'y aura pas de précipitation. Vous comprenez la subtilité ou pas? D'accord? J'aimerais vraiment qu'on sorte de tous les clichés des films hollywoodiens. D'accord? Maintenant, la question, c'est quoi? La question que vous vous posez tous, c'est, ok, visiblement, il a vu quelque chose en Rachel. Il y a de la place pour tout le monde. Hein. Mettons la Rebecca. Elle m'a perçu. Quoi? Elle m'a perçu. Bravo, Pacha. C'est beau pour notre anniversaire, Myriam. Magnifique. Alors, on a compris que quoi? Que quand il l'a vu, eh bien, il a été inspiré, d'accord? Et il a pensé que, eh bien, elle serait l'épouse idéale, d'accord? Mais la grande question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il a vu pour concevoir l'idée qu'elle sera la femme idéale? C'est une bonne question. Tout a commencé par une vision. Donc, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a perçu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'enjeu? Alors là, vous allez être un peu déçus. Enfin, pas vous êtes déçus, mais on a l'impression, encore une fois, que la Torah fait un raccourci. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on voit juste avant le fait qu'il soit tombé amoureux d'elle? Eh bien, on voit l'explication. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il y a marqué que quoi? Que Rachel était belle. Et là, on se dit, oh non, c'est comme dans les films hollywoodiens, il a vu qu'elle était belle et donc c'est ça qui a enclenché que... Pas du tout. Encore une fois, la Torah ne fait pas de raccourci. Il n'a pas écrit qu'elle était belle. Il a écrit qu'elle était Yafat, Toar, Ve Tovat Mare. Qu'est-ce que ça veut dire Yafat, Toar, Ve Tovat Mare? Rachid vient nous expliquer. Ça veut dire deux choses. Yafat, Toar, oui, elle avait des beaux traits. C'est vrai. Mais ça reste subjectif, ça reste personnel. Et la beauté des traits, la beauté d'une personne, ça reste à l'appréciation personnelle de chacun, que ce soit bien clair. Par contre, qu'est-ce qui était spécial qu'il a vu chez elle et qui est de l'ordre vraiment de l'universel, quelque chose qu'on voyait chez Rachel et tout le monde faisait waouh, c'était le fait qu'elle était Tovat Mare. Nous dit Rachid, c'est quoi Tovat Mare? C'est l'éclat du visage. Ce qu'il a vu chez Rachel, c'est qu'elle était une femme radieuse. Elle était une femme souriante. Elle était une femme lumineuse. Et en fait, quand il l'a vue, eh bien, ça lui a donné une envie de construire. Il s'est dit, cette femme, elle est inspirante.
Pourquoi elle est inspirante? Parce qu'elle croit en la vie. Elle est optimiste. Elle sourit à la vie. Et donc, en fait, lorsque je la vois, ça me donne des forces. Ça me donne des forces qui sont complètement décuplées. C'est-à-dire qu'en fait, elle est inspirante parce qu'elle est inspirée. C'est ça, en fait, qu'il voit chez Rachel. D'accord? Et n'oubliez pas qu'on est dans la construction du Ham Israël. D'accord? On a déjà expliqué ça dans les dernières parachiotes. C'est qu'en fait, tout l'enjeu là, de ces parachas-là, c'est qu'on est vraiment dans la construction du Ham Israël. Et donc, il se dit, moi, ce que je veux, en tant que matriarche, en tant que personne qui va donner un ADN spirituel au peuple juif, parce que je veux, c'est un sourire. Parce que moi, je veux un Ham Israël qui soit un Ham Israël Bessimra, qui soit dans la joie. Et donc, en fait, c'est ça ce qu'il a perçu en Rachel. C'est le fait qu'elle avait un visage radieux, qu'elle avait quelque chose de rassurant qui se dégageait dans son visage et quelque chose d'inspirant qui allait donner des forces à toutes les personnes qu'elle allait rencontrer. D'accord? Et c'est ça qu'il a vu chez elle, qui était de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que quand il a vu, il a compris que son éclat et son sourire, eh bien, ça faisait qu'elle était destinée à être la mère du Ham Israël. Vous avez compris? Maintenant, quand on regarde le passouk, je vous l'ai dit que la moitié. Je vous ai dit, Rachel aïta yofatoa vetovat mare. Rachel, elle était belle. Mais juste avant, on nous dit quoi? On nous la met en perspective avec Léa. Et Léa, c'est très gênant, parce que dans le même passouk, on nous dit quoi? Ve'ene Léa rakot. Rachel aïta yofatoa vetovat mare. Léa avait les yeux mous, on va dire, d'accord, tendres, je préfère le mot tendre, et Rachel était belle. Et on est gêné parce qu'en fait, ce passage et ce verset, il nous les met comme ça en perspective, comme si on allait comparer leur beauté. Maintenant, vous commencez bien à comprendre. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que Rachel et Léa étaient jumelles. Des jumelles à l'identique. Donc, elles étaient aussi belles l'une que l'autre. D'accord? Elles avaient les mêmes traits. Elle était Yafat aussi, Léa. Par contre, qu'est-ce qu'elle n'était pas? Elle n'était pas Tovat Mari. Ça veut dire qu'en fait, elle n'avait pas un beau regard. Pourquoi elle n'avait pas un beau regard? Parce qu'elle n'avait pas un beau regard sur la vie. C'est-à-dire qu'en fait, Léa, du fait de son histoire, parce que Léa, elle n'avait pas les mêmes perspectives, on va dire, dans la vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous voulez vous regarder les cours des années précédentes. Eh bien, Léa, elle avait un regard beaucoup plus angoissé sur l'avenir. Et vous comprenez bien que le regard d'une personne est modelé par le regard qu'il a sur la vie. D'accord? Donc, elle avait les yeux comme ça, une tête d'angoissée, on va dire. D'accord? Pas parce que, encore une fois, je veux pas qu'on fasse du raccourci. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été conditionnée par certaines choses qui faisaient qu'elle n'avait pas confiance dans l'avenir. Tout simplement. Et c'est ça, en fait, qu'il a perçu chez l'une comme chez l'autre, qui a fait qu'avec Rachel, il avait envie de construire parce qu'elle lui donnait confiance dans la vie. D'accord? Donc, ce qu'il a aimé, c'est son regard, pas au sens physique, mais le regard qu'elle avait sur le monde. D'accord? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut appeler ça un coup de foudre? Est-ce qu'on peut appeler ça un coup de foudre? La rencontre entre Yaakov et Rachel. Alors, on va affiner. Si on parle du sentiment qu'il a ressenti à ce moment-là, que c'est une évidence, qu'il y a une correspondance, qu'il y a un attrait, qu'il y a même une fascination, qu'il y a une inspiration, alors oui, d'accord? Mais ce qui caractérise vraiment le coup de foudre, en fait, coup de foudre en français, ça ne veut rien dire. En anglais, on dit quoi? On dit love at first sight. L'amour immédiat, l'amour au premier regard, d'accord? Mais tout de suite, d'accord? Alors, dans le sens de love at first sight, dans le sens de l'amour tout de suite, oui, on peut dire que c'est ce qu'il a ressenti. Il a ressenti un sentiment, il a ressenti une inspiration, et elle était de l'ordre de l'immédiat. En revanche, c'est très important de préciser que oui, si c'est un coup de foudre, attention, ce n'est pas un coup de tête. C'est quoi un coup de tête? C'est allez, j'y vais, je fonce, mais attends, c'est pas le bon timing, mais attends, t'as pas vérifié, tu sais pas si la famille, tu sais pas si c'est les mêmes projets de vie, tu sais pas si... Non, coup de tête. Coup de tête, attention, en général, ça se finit pas bien. D'accord? Coup de foudre, alors on peut dire que dans le cas de Yaakov et de Rachel, alors oui, il y a eu quelque chose qui était de l'ordre de l'immédiat.
D'accord? Et c'est vraiment le mot-clé de ce qui caractérise le départ de la relation entre Yaakov et Rachel, c'est cette idée d'immédiateté. Oh, je suis contente de vous voir, Chantal. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Chantal, Chantal est le pilier du cours. Outre le fait qu'elle est la doyenne du cours. D'accord? La question. Chantal, vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce qu'en fait, c'est elle la vraie rabbinite, c'est pas moi. C'est ça que je veux savoir. Le sujet, c'est amoureux. C'est le coup de foudre. Je suis toujours amoureuse. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ce coup de foudre, ça veut dire l'immédiateté du premier instant, est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément. Vous disent nos sages qu'en vérité, la rencontre entre Yaakov et Rachel, où il s'est passé quelque chose de l'immédiat, c'est presque l'exception qui confirme la règle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a des fois des personnes avec qui je parle. En l'occurrence, on a passé un Shabbat très intéressant, ce Shabbat. Donc c'était un Shabbat avec des personnes célibataires. Et donc, en fait, c'était hyper intéressant de parler avec chaque personne et de comprendre un petit peu c'était quoi les enjeux. Et une des choses qui revenait souvent, c'est qu'en fait, ce que je disais, voilà, après ça vaut ce que ça vaut, mais il y a certaines filles à qui j'ai dit, plutôt que d'aller chercher un garçon ailleurs, chercher à rencontrer encore une nouvelle personne, une nouvelle tête, et vous ne savez pas vraiment sur qui vous allez tomber, etc., pourquoi ne pas vérifier déjà dans le réseau d'amis, de collègues, de proches que vous connaissez, si finalement il n'y a pas un moyen de repercevoir cette personne d'une façon différente, d'accord? De construire en fait à partir d'une amitié. Et en fait, les filles, parfois, elles me disent mais non, mais c'est pas possible. Alors moi, je leur dis voilà, par exemple, oui, je vois que vous êtes copains. Elle me dit mais non, mais je le connais déjà. Alors, je leur réponds mais donc tu le connais déjà, donc quoi? Donc quoi? Alors, si la fille, elle me dit je le connais déjà, donc je sais que c'est pas ma team. D'accord, on avait vu ce mot la semaine dernière. Ça correspond pas, ça matche pas, il y a des choses qui n'iront pas. D'accord. Mais si elle me répond non, mais c'est quoi la phrase s'il devait se passer quelque chose, ça se serait passé depuis longtemps. Cet argument, je vous le dis, il vaut 0. Le fait qu'il y ait le truc immédiat tout de suite, a priori, pourquoi pas, mais personne, mais alors absolument personne n'a dit que c'est nécessaire. Et en vérité, c'est rarissime. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on va voir aussi avec l'histoire de Léa. L'histoire de Léa, donc c'est la rencontre entre Yaakov et Léa. Accrochez-vous bien, mettez bien vous sur vos chaises, parce que vous allez voir que elle est... Mais alors, on est complètement dans l'opposé. Ouais, je veux bien de vous. D'accord. Ah, merci. Donc, comme je vous l'ai dit, cette idée d'immédiateté, elle est rarissime. Et on va avoir en fait la lecture de la rencontre avec Léa qui va venir en fait compléter le tableau. On a en parallèle, comme je vous l'ai dit, ces deux rencontres. Et la rencontre de Léa, en fait, elle part sur des bases qui sont très très fragiles. Très très fragiles. Alors qu'est-ce qui se passe? On se met 2 secondes à la place de Léa. Imaginez-vous donc, elle ne sait pas ce qui va se passer, elle ne sait pas ce que son père trame, d'accord? Et puis en fait, au moment où Yaakov est censé passer sous la roupa avec Rachel, eh bien, il lui dit non, mais regarde, tu sais quoi? Tu vas prendre la robe de mariée de ta sœur et c'est toi qui vas passer à sa place. Ah, mais non, je sais. Bref, elle décide d'y aller. D'accord? Et le lendemain, il se rend compte de l'embrouille. D'ailleurs, il paraît que les invités, il lui avait soufflé, parce que dans l'assemblée, on disait li, pour dire que c'était Léa. Et certains disent que les fameux you viennent de ces Lili. D'accord? Je vous laisse faire vos recherches. Si vous trouvez la source, je suis preneuse. D'accord? Donc, ok. Ah, olé.
D'accord, c'est bien. Je vous dis, à chaque fois, on apprend les ashkénazes, les séfarades. C'est super. On fait une bonne équipe, toi et moi. Alors. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous comprenez bien que c'est un mariage qui démarre absolument sur les chapeaux de roue. Est-ce que vous comprenez que du point de vue de Yaakov, il n'y a pas d'engagement affectif? Elle est mariée avec quelqu'un qui n'a aucun engagement émotionnel pour elle. D'accord? Et en fait, Léa va tomber enceinte. Et ses premiers enfants, on va leur donner des noms un peu rastratiques. Le premier, c'est qui? C'est Réhouven. Alors imaginez-vous, on est toutes à la Brit Mila de Réhouven. Mazel tov, Léa, tu es un bébé, oui, comment il s'appelle? Il s'appelle Réhouven. Oh, c'est joli. Oui, Réhouven, ça veut dire au revoir, parce que Hachem a vu que je n'étais pas aimée. Mazel tov, Léa. Elle va continuer avec Shimon. Shimon. Alors, on dit Mazel Tov, on arrive l'année d'après, on est un peu toutes comme ça mal à l'aise, on va pas faire de gaffe. Et là, elle nous dit non, vous savez pourquoi j'ai appelé Shimon? Pourquoi, Léa? Parce que Shimon, Shama, il a entendu que j'étais détestée. Alors, j'aimerais quand même faire une parenthèse sur cette idée qu'elle est détestée. On a marqué 2 fois Vayaré Hachem qui s'énoua Léa. Et donc une première fois, une deuxième fois, il est marqué le Seigneur a entendu que j'étais Sénoua, qu'on a traduit en français par le mot dédaigner. D'accord? J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse. À aucun moment, que ce soit bien clair, Yaakov a détesté Léa. D'accord? C'est impossible. Halachiquement parlant, éthiquement parlant, c'est impossible de se retrouver dans cette situation-là. Mais on va dire que c'est ce que Léa ressentait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si la Torah, avec une sensibilité incroyable, vient te dire, regarde, je vais te dire quel est le sentiment de Léa et je le valide. D'accord? Exactement comme par exemple un enfant qui serait venu au monde avec une mère très fatiguée, qui ne s'est pas investi émotionnellement, qui a eu du mal à s'attacher à son enfant, ça arrive, d'accord? Alors l'enfant, il va dire, je ne suis pas aimé. Alors, bien sûr qu'elle l'aime, mais les démonstrations d'affection étant manquantes, pour raison X, Y ou Z, eh bien, l'enfant, c'est indéniable, c'est ce qu'il ressent. D'accord? Ou bien, par exemple, dans la fratrie aussi, souvent les aînés, ils ont beaucoup de responsabilités sur les épaules. D'accord? Alors, on va parfois entendre maman, elle n'est jamais contente de moi. Bien sûr qu'elle est satisfaite, mais comme pour elle, c'est acquis que voilà, cet enfant, il aide ou il est toujours très volontaire, etc. Alors, elle ne va pas forcément l'acclamer comme il faut. Et donc, en fait, le sentiment que l'enfant a d'insatisfaction, il est indéniable. Donc, quand on dit Hachem a vu, en fait, il a vu le ressenti de Léa. D'accord? Donc, voilà, ces 2 premiers prénoms, pour nous, c'est un peu un coup de poing dans le ventre. Et dans le fond, c'est un peu un constat, si vous voulez, que Léa, elle fait de son début de mariage. D'accord? Et en fait, il va y avoir une prise en main de Léa. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Elle va en fait commencer à tisser du lien avec son mari. Ça va commencer avec qui? Ça va commencer avec la naissance de son 3e enfant, qu'elle va appeler Lévi. Lévi vient du mot l'élavot. L'élavot veut dire accompagner. Alors pourquoi elle l'appelle Lévi? Parce que, en fait, nous dit le Midrash. Imaginez-vous, cette femme, elle a Shimon, elle a Réhouven d'un côté, elle a Shimon de l'autre, elle en a un de chaque côté du bras. Maintenant que Lévi est né, qui va l'aider pour aller au GAN, à la Tipatralav, à la maternelle, chez le docteur? Qui c'est qui va l'aider? Forcément, Yaakov, il va devoir être plus présent. D'accord? C'est ce que nous dit le Midrash. Imaginez-vous, à l'époque, il n'y avait pas de poussette yo-yo, il n'y avait pas de bougabou, il n'y avait pas de porte-bébé, tout ça. Donc, 3 enfants, eh bien, son mari va devoir se montrer plus présent. D'accord? Et donc, elle va montrer elle va exprimer, en fait, cet attachement qui va être en train de se faire par le mot Lévi. C'est comme ça qu'elle va l'appeler. Maintenant, il va s'attacher à moi. On va me dire, Léa, mais c'est un peu nul, parce que c'est technique. Quoi, il doit passer du temps avec toi parce qu'en fait il est obligé de passer du temps.
Elle te dit, en fait, je prends ce que j'ai à prendre, et même si la situation n'est pas idéale, c'est pas grave, j'optimise. Vous avez compris? Des questions après, parce que je te dis, cette paracha, il y a tellement de choses à dire. On garde les questions pour la fin. Ensuite, le quatrième, vous allez voir, ça va en crescendo. Vous allez voir. Quatrième, c'est qui? C'est Yehuda. Yehuda, c'est tout d'un coup, elle dit, Apamodé Hachem. Ah, maintenant, je remercie Hachem. Maintenant, je remercie Hachem. Je suis contente de ma place, je suis contente de ma situation, je suis contente de la relation que j'ai avec mon mari. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, on a une Léa qui est en train de tisser du lien et qui est en train de se satisfaire de ce lien qui, à la base, n'est pas idéal, loin d'être idéal, qui n'est toujours pas idéal, mais c'est déjà pas mal. D'accord? Et alors, le cinquième enfant, il va s'appeler Issachar. Cinquième enfant, il va être né d'une union qu'elle va avoir avec son mari. En fait, juste après qu'elle soit venue le chercher dans les champs. Il y a marqué Vatetse Léa Likrato. Elle est venue à sa rencontre. Comme si une femme, aujourd'hui on dirait au XXIe siècle, je sais pas, elle est venue chercher son mari au travail, elle dit, je ne pouvais pas t'attendre. D'accord? Et en fait, eh bien, de cette rencontre, de cette union où elle s'est montrée proactive, elle a vraiment pris les rênes de son couple, mais alors là, vraiment, c'est une posture carrément qu'elle est en train de prendre, eh bien, de cette nuit-là, elle va avoir un enfant qu'elle va appeler Issachar, qui veut dire quoi? Yesh Sachar. C'est quoi Yesh Sachar? Tu vois, ça marche. Je suis en train de vraiment construire quelque chose, je suis en train de goûter les fruits de l'investissement que je suis en train de donner. Yesh Sachar. Il y a un salaire, il y a une récompense, il y a un résultat à mes actes. D'accord? Elle est très très forte cette Léa. Vous êtes d'accord avec moi? Et en fait, Léa, entre parenthèses, vous savez, dans le Eshet Raïl, chaque verset représente une des femmes de la Bible. D'accord? Eh bien, Léa, elle est représentée par le verset qui est Darshat Tsemer ou Fishtin. C'est quoi Darshat Tsemer ou Fishtin? Elle va très très loin même, elle prend les devants pour aller chercher de la matière brute pour construire, pour tisser. Elle va chercher du lin et de la laine. Elle tisse et elle va chercher loin pour tisser. C'est pour ça que j'ai employé le mot tisser du lien avec son mari. Parce que c'est pareil. Léa, elle va tout faire pour tisser du lien avec son mari et elle va prendre les devants. Elle va être proactive. En vérité, Léa nous dit encore une fois, c'est pas que le coup de foudre en amour, c'est pas que les relations dont on est en train de parler, c'est tous les domaines de la vie. Léa nous donne un conseil. Au lieu d'accuser en disant il n'est pas assez investi, il faut se responsabiliser. Au lieu de chercher des coupables, cherche des solutions. Au lieu de te plaindre, vois comment toi tu peux changer la situation. C'est très très fort, d'accord? Donc finalement on pourrait dire que l'amour entre Yaakov et Léa, entre guillemets, il est moins romantique, mais dans le fond, elle a un avantage, Léa. C'est qu'elle a conscience que dans le couple, rien n'est acquis et tout est à construire. Parce qu'elle n'avait pas ce coup de pouce du destin. Donc elle était obligée de se relever les manches. Vous avez compris? En vérité, c'est ça le secret, c'est de comprendre qu'en amour, dans tout projet qu'on veut qu'il soit pérenne, tout est toujours à construire. D'accord? Vous savez, quand un couple se marie, alors on leur fait une bracha sous la choupa. C'est une bracha qui est très curieuse. On leur dit, on leur souhaite d'être, alors je vous le dis en hébreu, après je vais vous le traduire, on leur souhaite d'être un binyan adéad. C'est quoi un binyan adéad? Alors, c'est une construction permanente. Qu'est-ce qui veut dire le mot permanente? En fait, il veut dire deux choses. C'est ça ce adéad. Ça veut dire que permanente, il faut construire en permanence. Et quand on dit permanent, ça veut dire que c'est permanent, c'est pérenne, c'est éternel, c'est pour toujours. En vérité, vous avez compris quoi? Quand on leur fait cette bracha-là, on leur dit, si tu veux que ton couple il soit pérenne, il faut construire en permanence.
C'est ça cette idée de binyan adéag. Et en vérité, Léa, elle n'a pas eu d'autre choix que de le comprendre dès le départ. D'accord? Donc, ce fameux coup de foudre, d'accord, immédiat. Je vais vous donner un machal, je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous voulez, un couple, eh bien, ils avaient hérité d'un terrain, d'accord? Le terrain, il est là, il est gratuit, et c'est sûr, il sera là. Donc, en fait, le couple, c'est le coup de foudre, on va dire, cette évidence, cette immédiateté, c'est comme si c'est, mais c'est sûr qu'on doit être ensemble. Oui, mais d'accord, tu dois être là, tu dois être avec elle. Mais c'est un terrain en friche. C'est pas une maison. Ça veut dire, oui, c'est là, mais tout reste à construire. Vous avez compris ou pas? Il y a ce petit coup de pouce du départ, mais de toute façon, no matter what, c'est à toi de relever tes manches. D'accord? En fait, si vous voulez, cette paracha nous parle de ces deux relations qu'elle nous met en parallèle, elle nous met en perspective. Pas pour nous dire qu'il y a des, on va dire qu'il y a des couples, il y a Rachel et Yaakov, et des couples Léa et Yaakov. Non, c'est jamais binaire dans la vie, c'est jamais noir ou blanc, c'est jamais ou ça ou ça. Alors, petite parenthèse, parce que je leur ai raconté ça ce Shabbat. Ce que je leur ai dit, c'est que mes grands-parents font exception à la règle. Parce que pour le coup, je parlais de mes grands-parents paternels et maternels, d'accord, et qui sont vraiment, pour le coup, deux opposés, et on se retrouve vraiment dans Yaakov et Rachel et Yaakov et Léa. Alors je vous le dis comme ça en 2 minutes, parce que ça nous a fait bien rire ce Shabbat. Première rencontre, donc, mes grands-parents maternels, en Tunisie, à la Goulette, d'accord. C'est une sorte de shtetl polonais, tu vois, c'est le même genre. Mais il fait un peu plus chaud. Alors, un jour, donc, le transistor, c'est la radio. Le transistor se casse, parce que j'entends encore mes grands-parents qui racontent. Le transistor, il s'est cassé. D'accord. Et donc, on appelle un technicien pour réparer la radio, pour réparer le transistor. D'accord. Ça, c'était chez ma grand-mère. Donc, c'est son père qui appelle un technicien. Qui est le technicien qui arrive? Et ben, un petit gringalet, donc mon grand-père, qui n'a pas fait d'études, qui était orphelin, qui n'avait pas de sous, qui était qui avait appris vaguement à réparer des radios pour gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Et là, quand ma grand-mère l'a vu, je veux me marier avec le réparateur de radio. Ma fille, tu sais que c'est un vrai coup de folie. Alors là, pour le coup, ni dans le coup de foudre, ni dans le coup de folie, là. Et en fait, ils se sont entêtés, alors que c'était un mariage qui n'avait aucune chance, mais voilà, c'était le destin. Et presque mon arrière-grand-père, il avait déshérité ma grand-mère. Mais c'est pas grave, j'étais dans un trou, mais j'étais avec lui, j'étais très heureuse. D'accord. Alors, on a un peu, voilà, si vous voulez, le côté Yaakov et Rachel, et de l'autre côté, vous allez demander rien, non, mais parce que quand j'y pense, je trouve ça tellement drôle, c'est extrême. De l'autre côté, donc mon grand-père paternel, très cartésien, d'accord, tunisien aussi, mais c'est un ashkénaze parmi les Tunisiens, oui, je sais ça peut exister. Et comptable, qui avait une école de comptabilité, autodidacte, d'accord, très 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 rationnel. Alors un jour, il s'est dit, il faut que je me marie. Alors vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a fait une sorte de tableau Excel, il n'y avait pas de tableau Excel, il a pris une feuille, il a fait un tableau, vraiment. Et il a noté des jeunes filles de Tunisie. Il a mis des critères, la famille, la beauté, est-ce qu'elle sait faire à manger, est-ce qu'elle est gentille, tatati tatata. Il a mis des notes. À la fin, il est arrivé à un résultat. Et toutes les fois, un classement. Bien sûr que c'est vrai. Résultat. Ma grand-mère n'était pas la première. C'était la deuxième. La première, elle a refusé, elle a dit, mais c'est quoi, c'est un tableau, on classement, mais ça va pas. Et ma grand-mère, elle a dit oui. Et à chaque fois qu'ils se disputaient sur Madame Ibrahim, elle disait, eh ben, je la comprends, elle, quand t'avais envoyé ma lettre. D'accord. Donc, en fait, toute relation, vous avez bien compris, à part les grands-parents, se situe quelque part à mi-chemin
entre ce coup de foudre, ce feeling, cette inspiration, d'accord, qui est de l'ordre de l'immédiat, et cette nécessité de construire et de fonder sur un mariage sur des bases qui sont beaucoup plus rationnelles, d'accord. Ça veut dire que, voilà, ce que j'aimerais clarifier avec vous, c'est que le coup de foudre n'est pas forcément nécessaire. Le coup de foudre, on a dit, c'est de l'immédiat. Il y a une chose qui est nécessaire, par contre, pour construire un couple, c'est le coup de cœur. C'est quoi le coup de cœur? Le coup de cœur, c'est un feeling. Peu importe, d'abord, comme je vous ai dit, pas obligé de venir tout de suite. Et après, chacune va le définir comme elle veut. Et un feeling même minime, ça suffit pour pouvoir construire. Mais ça, c'est nécessaire. C'est-à-dire que si un feeling est absolument absent, en mode, écoute, je ne ressens absolument rien pour lui, je ne ressens absolument rien pour elle, alors next. On ne fait pas de dégâts, on passe à autre chose. C'est quoi ce feeling? Dans le langage de la chassidoute, on appelle ça le chen. Le chen, il est nécessaire pour construire une relation. Non, j'aimerais clarifier avec vous ce que c'est ce chen. D'abord, je voulais dire en mode Rav Eli Lemel. D'accord, je paraphrase un peu ce qu'il dit. Mais en gros, il dit comme ça. Il dit, si il s'approche de toi et que tu n'as qu'une envie, c'est de t'enfuir à l'autre bout de la pièce, je suis d'accord avec toi qu'il y a zéro feeling. Il y a zéro attirance et il vaut mieux passer à autre chose. D'accord? Par contre, ce que j'aimerais clarifier, alors il raconte souvent cette histoire, il dit voilà, il y a un garçon qui vient me voir et qui me dit voilà, ça se passe bien avec ma copine, etc., mais je ne suis pas amoureux. Alors il pose la question, mais c'est quoi pour toi être amoureux? Alors il répond, bah, c'est l'estomac qui se noue, c'est des frissons, j'ai chaud. Alors, le mec dit, donc pour toi être amoureux, ça va avoir exactement les mêmes symptômes que la grippe. D'accord, ça veut dire, à un moment il faut revoir un peu ce qu'on a vu dans les films, ce qu'on peut penser que normalement tout le monde ressent, ou ce que notre copine nous a raconté, ou quelque chose que quelqu'un aurait pu ressentir lorsqu'il était jeune, etc. Il faut essayer de relativiser tout ça, et un feeling, mais même minime, eh bien, ça peut être une bonne base pour construire. C'est exactement ce qu'elle nous dit, cette paracha. D'accord. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Parce que comme je vous ai dit, eh bien, la nécessité d'avoir les deux, le coup de cœur et la nécessité de construction, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est valable pour tout projet. D'accord? Il faut qu'il y ait... Alors, et ça, je vais vous expliquer, en fait, ce que nous dit le Rav Kook. Il faut toujours que dans un projet, il y ait une pertinence du présent et une pertinence de l'avenir. Et ces deux dimensions-là, elles sont incarnées dans notre paracha par Rachel et par Léa. En fait, ce sont deux critères que je vais devoir prendre en compte pour m'engager dans un projet. Un, pourquoi je fais ce choix maintenant? Et deux, vers quoi ça me mène? D'accord? Par exemple, on choisit une école pour un enfant. Alors, c'est important que, un, il se sente bien, d'accord? Et deux, qu'il y ait des bonnes débouchés, d'accord? Ou bien, par exemple, une carrière. C'est important que pour moi, je ressente que ça correspond un peu à ma vocation. Et en même temps, c'est important qu'il y ait des perspectives d'évolution, d'accord? Ou encore, dans le couple, c'est important qu'il y ait un certain... apport mutuel, un certain épanouissement, et en même temps, il faut que nos projets de vie y correspondent. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tout projet a nécessairement besoin des deux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il dit, Rav Kook, il dit, c'est quoi une crise? Eh bien, une crise, c'est quand justement il y a un présent, mais qui s'arrête et il y a une brisure avec l'avenir. D'accord? Comme quand on a eu le corona, d'accord? La crise du corona, on a appelé ça la crise du corona, pourquoi? Parce qu'en dehors de la crise sanitaire, on a tous eu peur pour l'avenir. Tout d'un coup, on ne savait plus de quoi demain était fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'idéal d'un projet, c'est qu'on s'y sente bien, et à la fois, on sente que ce soit également porteur pour l'avenir. Alors, il dit comme ça, donc le Rav Kook, qui rapporte dans son Mahamar, il rapporte que, en fait, Yaakov, eh bien, il a épousé deux femmes parce qu'en fait, il devait intégrer les deux dimensions en lui. D'accord? Les deux dimensions, c'était quoi? La dimension, alors il dit du dévoilé, la dimension du caché,
c'est en fait la dimension du présent, de l'immédiat, et la dimension du futur et du voilé, du masque et du futur, par excellence, c'est parce qu'on ne le voit pas. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme je vous dis, Rachel, eh bien, il y a cette immédiateté, il y a cette visibilité, il la voit et il comprend, etc. Chez Léa, en fait, eh bien, Léa, comme on a dit, elle a une tête d'angoissée, mais pourquoi? Parce qu'en fait, Léa, elle est tournée vers l'avenir. Vous avez compris? Et donc, en fait, l'une et l'autre, elles vont incarner cette idée-là. Et Yaakov, qui va venir fonder le Ham Israël, qui va fonder le peuple juif, eh bien, il va devoir incarner, intégrer ces deux dimensions-là. D'accord? Alors, justement, on comprend que quoi? Que si on est, entre guillemets, trop Rachel, on est trop dans l'immédiat, qu'est-ce que ça va donner comme travers? Eh bien, par exemple, on va avoir du mal à s'engager dans des études difficiles ou des longues études parce qu'on se dit ah non, j'ai pas la force maintenant. Oui, mais alors comment tu vas avoir ton diplôme à la fin? D'accord? Quand on est trop Rachel, bah justement, on pourrait avoir tendance à rester avec un garçon en se disant mais là je kiffe maintenant, mais oui, mais t'as pas, tu sais pas si ça correspond. Oui, mais sûrement peut-être il va changer, on verra. Mais attends, il faut se poser la question de l'avenir. Il faut intégrer l'avenir dans ton présent. D'accord? Léa, c'est le contraire. Léa, elle est toujours sur la construction, sur la permanence, mais très peu centrée sur le présent. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va, par exemple, s'engager pour le coup dans de très longues études en disant c'est pas grave, je souffre maintenant, mais je kifferai dans 10 ans. Attends, c'est quand même ça peut être dommage, ça peut être un gaspillage. D'accord? On dit en hébreu la savlanout. La savlanout, c'est la patience. Dans le mot savlanout, il y a le mot sével. Elle est capable de souffrir pour pouvoir arriver en fait à ses fins. Oui, mais du coup, c'est quoi le travers celles qui sont entre guillemets trop Léa? C'est justement de ne même pas tirer profit de l'instant présent. De ne même pas se poser la question, mais est-ce que ça m'apporte vraiment cette relation? Non, non, je suis sur la construction. D'accord? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Rachel et Léa, elles vont s'inspirer l'une de l'autre. Elles vont beaucoup apprendre l'une de l'autre. D'accord? Comme je vous ai dit, il faut sortir des clichés où elles sont là, elles sont concurrentes, etc. Vous regardez dans les cours des années précédentes, on voit que c'est deux sœurs qui font preuve d'une solidarité à tout casser. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, on a dit que Léa, elle va apprendre à profiter du présent. Comment on le voit? Quand elle va appeler son fils Yehuda, elle dit, regarde, tu sais quoi? C'est vrai que je suis encore en train de tisser du lien. Je sais que c'est encore tout reste à construire, mais j'apprends à dire merci. J'apprends à profiter de l'instant présent. C'est très puissant. Et regardez, Rachel, qui elle va attendre longtemps avant d'avoir son premier enfant, 12 ans, imaginez-vous. Et bien, quand elle va avoir son enfant, alors là, pour le coup, tu te dis, ah, mais alors, elle va l'appeler merci, je kiffe. Et bien, comment elle l'appelle? Yosef. Ah, voilà, là j'ai un enfant, mais j'espère qu'Hachem m'en rajoutera un autre. Mais toi qui es Madame Présent, tout d'un coup, tu te tournes vers l'avenir. D'accord? Donc vous avez compris en fait, c'est que Yaakov, eh bien, il va venir intégrer ces deux dimensions pour pouvoir construire tout le peuple juif, pour qu'on ait, nous, à l'intérieur de nous, dans notre patrimoine spirituel, ces deux dimensions qu'on va pouvoir intégrer dans tout projet. D'accord? Alors, je terminerai, on a encore du temps, ça va? Voilà, je terminerai encore sur encore une idée. D'abord, la première, c'est quoi? C'est comment construire. D'accord? Comment construire? Alors, pour ça, eh bien, il y a le Rav Pinchas Friedman qui nous donne, à partir de la paracha, qui va nous donner en fait des outils, un outil principal pour pouvoir construire. Il nous dit quoi? Il nous dit qu'en fait, ces deux couples, Yaakov et Léa et Yaakov et Rachel, en vérité, ils incarnent deux dimensions de la relation entre Dieu et le peuple juif. D'accord? Alors, en fait, souvent, eh bien, le peuple juif et Dieu, ça s'apparente à un couple où nous sommes la Kala, d'accord? Qui renvoie à certains versets du Shirachirim, beaucoup d'analogies qui sont faites dans la Torah où nous, on est la Kala et Dieu est notre Khatan. D'accord? Eh bien, il y a
parfois Léa qui vient vers Yaakov et parfois Yaakov qui vient vers Léa. Et parfois Rachel qui vient vers Yaakov et parfois Yaakov qui va vers Rachel. Qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Il nous dit qu'il y a deux dimensions qui sont incarnées dans la Torah par deux versets qui ont l'air contradictoires. Okay, le premier c'est quoi? C'est Shuvu Elai ve Ashuva Elechem. Dieu nous dit quoi? Il nous dit faites le premier pas vers moi et moi je viendrai vers vous. D'accord? Et il y a un autre verset qui semble se contredire où nous on dit quoi à Hachem? On lui dit Ashivinu Hachem Elecha ve Nashuva. Hachem, c'est toi qui vas faire le premier pas vers nous et nous on va te suivre. En gros, c'est quoi? C'est que même dans la spiritualité, parfois il faut être Rachel et parfois il faut être Léa. C'est quoi être une Léa? C'est mettre en mouvement. En disant, moi je vais chercher Dieu. Allez, tu sais quoi, je comprends pas Shabbat, mais allez, je me mets à faire Shabbat. Sans rien attendre. Je le fais. Parce que Hachem m'a demandé, parce que c'est comme ça que je vais avoir un lien de proximité avec lui. Et parfois, il faut être, à l'inverse, il faut être Rachel. C'est quoi être Rachel? C'est Hachem, envoie-moi mon khatan et je te promets que je vais construire un foyer plein d'amour et plein de spiritualité. Envoie-moi une maison, une belle maison, et je te promets qu'il y aura plein de cours de Torah. Et envoie-moi un enfant, et je te promets que je vais lui apprendre à créer un lien avec toi, etc. D'accord? Parfois, il faut aussi être en négociation avec Hachem, en disant, s'il te plaît, donne-moi les kélim, donne-moi les outils pour pouvoir me rapprocher de toi. D'accord? Et donc, en fait, vous avez bien compris. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Souvent, les filles, elles me disent, oh là là, oui, mais alors qui doit faire le premier pas? En vérité, encore une fois, c'est un mélange des deux. Il ne faut pas hésiter à faire le premier pas. Il ne faut pas se dire, ah non, ça doit être lui, ça doit être moi. Il faut arrêter avec les calculs. Mais quoi? C'est vrai que quand on fait le premier pas, il faut en même temps s'assurer que ça donne une dynamique où l'autre aussi a envie de s'investir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil, mais en fait, on va instiller un peu une dimension de dire, regarde, viens, toi et moi, on n'est pas dans les calculs. Regarde, là, c'est moi qui m'écrase, c'est moi qui fais le premier pas, c'est moi qui viens vers toi. Mais comprends que moi aussi, j'ai besoin de ça. C'est à la fois, en fait, prendre les devants et à la fois exprimer ses besoins. Et ça, c'est vrai même dans le travail, c'est vrai dans tout. Dans le travail, ok, d'accord, pas de problème. C'est pas à moi de faire des heures sup, c'est pas à moi de prendre le projet. Ok, je le prends, le client casse-pied, c'est moi qui le prends. Mais, s'il vous plaît, j'attends aussi qu'il y ait de la reconnaissance et qu'il y ait une promotion ou qu'il y ait un meilleur salaire, d'accord? Donc, on ne sort pas les calculettes, en même temps, vous avez compris, on va instiller en fait une dynamique où chacun a envie de faire un pas pour l'autre. C'est ça en fait la construction. D'accord? Alors, j'aimerais aussi parler de quelque chose dont on a beaucoup parlé ce Shabbat, en termes de qui est censé faire le premier pas. Parce que j'avoue que j'ai eu vraiment mal au cœur en entendant plusieurs fois la même histoire. Deux filles qui rencontrent un garçon. Encore une fois, je ne suis pas tombée dans le cliché, mais en même temps, Malasot, il y a un vrai problème. D'accord? Deux filles qui rencontrent un garçon. Et à un moment, il fait le mort. Vous connaissez ce truc? Ah ouais, c'est classique. Bah, moi, voilà. Le ghosting. Ça s'appelle comment? Le ghosting. Alors écoutez, parce que moi, il y a une fille, vraiment, ce Shabbat, elle m'a vraiment, c'était très, j'avais envie de pleurer avec elle. Je vous dis la vérité. Non, vraiment, comment ça, une bâtisse Israël, que on l'envoie balader comme ça, et attends, c'est scandaleux. Moi, j'étais scandalisée, si je le vois, vraiment. D'accord? Mais je vais vous donner le secret de Léa. Parce que Léa, elle nous donne quelque chose d'exceptionnel. Je ne vous ai pas dit comment il s'appelle son 6e enfant. Écoutez bien, écoutez bien. Regardez, le 6e enfant de Léa, vous savez comment elle va l'appeler? C'est une star, je vous dis. Hein? Zevouloun. Que veut dire Zevouloun? Zevouloun, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu m'a accordé à mon mari comme un don précieux. Ça veut dire, elle est passée de c'est la chance de ma vie de me marier avec Yaakov à
Jacob a eu la chance de sa vie de se marier avec moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La force de cette Léa. D'accord? Et dans le fond, c'est ce qu'on doit dire dans une relation. Les deux. On doit se dire, j'ai de la chance de m'être mariée avec mon époux. Et en même temps, mon époux, il a beaucoup de chance d'être marié avec moi. Et il faut qu'il y ait ces deux dimensions. Et donc, cette fille, quand j'ai senti sa détresse, je lui ai dit, écoute, regarde, tu vas faire comme Léa. Je veux que tu arrêtes de te dire, le prochain, j'espère que ce sera lui et je serai la plus chanceuse du monde. Non, non, non. Le prochain, le premier et le seul qui se mariera avec moi sera l'homme le plus chanceux du monde. Je lui dis, je veux que tu te dises ça. Que celui qui va se marier avec toi, ce sera le plus chanceux du monde. Elle était là comme ça. Tout d'un coup, la Léa angoissée est devenue positive. Elle m'a dit, mais c'est vrai, mais on a le droit de penser comme ça. Je dis, mais comment ça, tu as le droit de penser comme ça? Tu dois penser comme ça. Tu dois penser comme ça, évidemment. Celui qui va, et je le pense sincèrement, celui qui va se marier avec toi sera l'homme le plus chanceux du monde. Et vraiment, Moti Shabbat, quand on s'est dit au revoir, elle m'a remerciée, elle m'a dit, mais vraiment merci, enfin c'est pas moi, c'est Léa, d'accord, qui nous ouvre une perspective sur la vie. D'accord? Donc, vous avez bien compris que quoi? Que, voilà, cette paracha, eh bien, elle nous apprend que si la rencontre de Rachel et de Jacob, elle était de l'ordre de l'évidence, elle était claire dès le début, eh bien, il n'empêche que tout concorde à nous faire comprendre qu'il faut construire. Que même si y a un coup de pouce du départ, tant mieux, merci Hachem, merci Cupidon, appelez-le comme vous voulez, mais après, quoi qu'il en soit, on doit se redresser les manches pour pouvoir construire. C'est-à-dire qu'en fait, Léa et Rachel, elles vont incarner deux messages. D'accord? Le premier de Rachel, c'est tu vois que dans la vie, rien n'est acquis. C'est vrai, tu pourrais dire attends, mais ça y est, elle avait fait le foot, c'est bon, etc. Non, rien n'est acquis. Et Léa, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que rien n'est perdu. Ça veut dire l'une après l'autre, elles vont nous donner deux leçons. La première, une leçon de vigilance, c'est Rachel. Et la deuxième, une leçon d'encouragement, c'est Léa. Mais quoi qu'il en soit, en vérité, c'est les deux mêmes voix qui viennent nous dire que rien n'est joué. Et qu'en fait, le secret d'une vie pérenne, c'est comment dire, que rien n'est joué d'avance. Et que rien n'est jamais perdu et que en fait l'essentiel c'est que tout reste à construire. D'accord? Donc ça c'est vrai dans tout, c'est vrai dans les amours, c'est vrai dans la carrière, c'est vrai dans le boulot, c'est vrai avec les enfants, c'est vrai avec les études. En fait, rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais perdu, rien n'est joué d'avance et tout reste à construire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Myriam,